Jamendo.com. Qui accueille cette année donc Bertrand Meest, né en 1947. Il est docteur en sociologie, auteur. Il s'intéresse au phénomène OVNI depuis des décennies. En 1978, il publiait un premier livre où il posait la question de l'antériorité de la science-fiction sur les observations d'OVNI, science-fiction et soucoupe volante. Cet habitué des conférences et des plateaux de télévision est devenu avec le temps une référence dans le domaine de l'analyse ufologique. Monsieur Bertrand Meest. Bonjour. Je vais essayer de revenir aujourd'hui sur un problème que j'ai soulevé au début. Je m'intéressais déjà aux OVNI depuis plusieurs années quand j'ai soulevé la question, depuis presque une dizaine d'années. Mais je l'ai soulevé pour la première fois dans un bouquin qui est paru en 78, peut-être une partie d'entre vous l'ont lu. Et il m'est apparu que ce phénomène était tellement intriguant qu'il questionnait la compréhension qu'on avait du dossier des OVNI. Donc j'ai publié un bouquin en 78 qui a semblé remettre en cause la réalité des OVNI, c'était pas du tout mon propos, mais disons que j'ai ajouté un mystère supplémentaire plutôt qu'autre chose à la question des OVNI. Alors, très rapidement, d'abord je vais commencer par vous parler dans quelles conditions était l'ufologie vers 1975, ce qui fait quand même presque 50 ans. Donc les ufologues, il y avait un discours qui était très répandu dans l'ufologie, qui consistait à dire que les OVNI, la meilleure preuve de leur existence, c'était que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Ils surgissaient d'une sorte de vide sidéral et mythique. C'était quelque chose, pensait-on, qui passait toutes les attentes psychologiques des gens, qui n'étaient pas dans la culture. C'était tellement étrange qu'on ne pouvait pas avoir inventé ça. Ça ne s'invente pas, on entendait souvent ce genre de discours. Voilà. J'ai grandi dans cette illusion, enfin, en partie. Et puis, il s'est trouvé que le hasard a fait que j'ai été lecteur de science-fiction depuis ma jeunesse. J'avais lu beaucoup de science-fiction déjà à l'âge de 20 ans, notamment tous les romans de Jules Verne, etc. La vieille science-fiction classique, hein, je ne parle pas de la science-fiction plus récente, j'avais lu un peu de tout en fait. Et j'ai commencé par remarquer une chose qui m'a intrigué, c'est que les représentations de la science-fiction semblaient être parfois antérieures au phénomène des ovnis. Alors j'ai raconté d'ailleurs dans la postface de mon bouquin que j'ai publié il y a une dizaine d'années chez Terre de Brune, comment l'intuition m'est venue. J'étais dans un grenier en train de fouiller pour chercher à trouver des vieux livres, et je tombe sur un bouquin très ancien, qui s'appelle La Roue fulgurante, un roman d'un écrivain de science-fiction complètement oublié aujourd'hui, qui était très connu avant la guerre de 14, ou même avant dans les années 20, 30, il s'appelle Jean de Naïve. Et je vois l'illustration de la couverture, ça représentait une sorte de sphère qui dardait un rayon de lumière sur un personnage, et le personnage était comme pompé à l'intérieur de l'objet. Alors, si vous voulez, on aurait dit une couverture de lumière dans la nuit. Je me suis dit, ça c'est étonnant. Et je regarde la date, et je trouve 1908. Alors, en 1908, on n'avait encore jamais entendu parler des enlèvements à bord de soucoupes volantes. On n'avait encore jamais entendu parler des soucoupes volantes elles-mêmes, puisque, comme vous le savez, ça a commencé officiellement en 47, en juin 47. 41. Alors là, ça a explosé dans ma tête, et je me suis dit, là, il y a un problème. La représentation dans la fiction semble antérieure à la réalité.
Alors il faut préciser aussi qu'à l'époque, comme beaucoup d'ufologues, j'avais une croyance en la matérialité des ovnis, un peu naïve peut-être, mais voilà, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Et donc je me trouvais devant un fait qui semblait complètement contredire, ou alors être extraordinairement difficile à imaginer, à analyser. Donc à l'époque, je travaillais sur j'essayais de faire une thèse de 3e cycle en littérature sur la science-fiction, que j'ai abandonné depuis d'ailleurs, pour faire de la philo. Et j'essayais de comprendre, de comprendre comment la science-fiction s'était développée, comme phénomène culturel dans l'Occident. Donc j'avais quelques données, je savais l'histoire de la science-fiction, comment on était passé du merveilleux scientifique qui est né en France, hein, après qui a été exporté aux États-Unis, qui est devenu beaucoup plus proliférant, c'est devenu un phénomène aux États-Unis beaucoup plus de masse qu'en France, mais c'était pourtant à l'origine un phénomène français, franco-anglais, hein, la science-fiction. En anglais, science fiction, science-fiction en français. Donc voilà, c'était le point de débat. Donc, l'intuition qui m'est venue en voyant cette couverture dans le grenier, c'est que le phénomène avait surgi au moment où précisément l'imaginaire humain était en train d'essayer de se représenter, après la Deuxième Guerre mondiale, ce que serait l'irruption d'une pensée non humaine d'origine extraterrestre. Il y avait à l'époque des quantités de romans, de représentations qui circulaient là-dessus. Et donc je me suis mis à travailler sur cette question. Et j'avais lié connaissance à l'époque avec un écrivain de science-fiction qui est l'auteur de l'encyclopédie de la science-fiction des voyages imaginaires, Pierre Versin, qui était le meilleur spécialiste reconnu de l'histoire de la chose à l'époque, et même encore maintenant, il est mort depuis malheureusement, mais il était connu comme le meilleur spécialiste. Je suis allé un jour le voir en Suisse et j'ai exposé mon problème, et il s'est marré, il a sorti des rayons de sa bibliothèque, des quantités de bouquins qu'il a empilés sur la table, il dit voilà, effectivement j'avais toute l'intériorité sous les yeux. Il m'avait fait le travail en une demi-heure. Je suis revenu souvent chez lui pour travailler, et j'ai construit ce bouquin. Alors, je vais essayer de vous présenter l'analogie, mais avant, pour que vous compreniez ce que je cherche à faire, je vais résumer l'idée générale. Les ovnis commencent en 1947, tout le monde sait ça, officiellement. En réalité, on a très bonne raison de penser que c'est la Deuxième Guerre mondiale, l'essor de la technologie qui s'en est suivi, la guerre froide qui est née avec les Russes, toutes ces raisons qui ont fait que c'est devenu une réalité pour l'homme du XXe siècle. Donc, les ovnis cristallisent en 1947, hein, on va dire, au moment précis où le rideau de fer s'installe en Europe, où il y a cette tension entre les Russes et les Américains, etc. etc. Bien. Mais, on sait deux choses. Premièrement, que les ovnis sont observés depuis peut-être des temps immémoriaux. En tout cas, les ovnis du 19e siècle, c'est clair qu'ils sont très nombreux, avant Kenneth Arnold. Simplement, on n'avait pas le concept d'ovni, on n'avait pas le mot pour les nommer, mais on a recueilli depuis des quantités de récits. Il y a un livre de Jean Sider qui est paru récemment, qui analyse, je crois, 900 cas d'ovnis pré-arnoldiens, donc dont les 2 tiers sont à partir du 19e siècle, on peut dire. Et donc on voit que le phénomène ovni a commencé avant qu'on le nomme officiellement, et d'autre part, il a été en même temps, il y a des écrivains de science-fiction qui ont comme anticipé ou produit l'imaginaire qui va servir à nous représenter les ovnis. Vous suivez bien? Alors je vais vous en faire la démonstration. On va commencer par l'histoire des prodiges. Je vous parlais des soucoupes du passé. Alors, il faut distinguer dans les soucoupes du passé plusieurs étapes. D'abord, il y a eu les prodiges. La littérature des prodiges est absolument proliférante.
Mais ces prodiges, si vous voulez, représentent une réalité très difficile à cerner. On ne sait pas si c'est des récits symboliques, si c'est des récits à la gloire du roi, si c'est des récits religieux. C'est tout un univers très difficile à maîtriser. Et donc, quand on se plonge dans cette littérature aujourd'hui pour y voir des ovnis, on a toutes les chances de se planter et d'interpréter de travers. Alors là, par exemple, ce que ça représente, c'est une bataille aérienne. Donc, ça a été observé dans le Stralsund, à la fin du XVIe siècle, dans le nord de l'Allemagne. Et les témoins ont fait un dessin de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu une bataille aérienne dans le ciel. Alors, en fait, analysons un peu ce récit. Vous voyez que les ovnis sont représentés comme des bateaux de l'époque, et ils se tirent dessus comme les faisaient les bateaux de l'époque, c'est-à-dire ils se rapprochent pour pouvoir se canonner, vous voyez. Donc ça, c'est à l'époque de Louis XIV, en gros, quelque chose comme ça. Bien. Autrement dit, l'idée d'un vaisseau aérien, elle passe par le langage. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est qu'un vaisseau à l'époque? Eh bien, un vaisseau, ça a des voiles, n'est-ce pas? Ça a des mâts. Un bateau de guerre, ça a des canons, ça fait de la fumée. Et du coup, le dessin qui nous est donné, c'est une sorte d'extrapolation à partir de l'idée du vaisseau qu'on se fait à l'époque. Vous voyez? Donc, il est probable que les gens ont vu dans le ciel des objets qui allaient, qui venaient, semble-t-il, qui s'entrechoquaient. Ils ont traduit ça en idée de bataille, et cette idée de bataille, ils l'ont transposée en image. Vous voyez? Alors, autrement dit, vous voyez déjà une première chose qui est très frappante à propos des témoignages d'OVNI, c'est que l'idée qu'on s'en fait mange la description factuelle. Vous voyez, elle l'envahit. Là, par exemple, il y a des objets qui semblaient s'être rapprochés, affrontés et entrechoqués dans le ciel, ce qui est un phénomène assez fréquemment observé, soit dit en passant, dans l'histoire des ovnis. Et voilà l'image qu'on en a donnée. Alors, il est évident que ce type d'image, on doit l'analyser pour en tirer quelque chose. Là, on ne peut pas en tirer grand-chose de ce qui a été vu, puisque très visiblement, c'est une projection des hommes du XVIIe siècle. Bien. Alors, la question que nous allons devoir nous poser, c'est si les témoignages d'OVNI subissent le même sort que cette bataille d'objets célestes qui est transformée en vaisseau avec des voiles. Vous voyez? Voilà le problème qui est posé. Donc, je vais analyser, si vous voulez, à travers la science-fiction, diverses phases du phénomène OVNI, divers types d'observations, pour faire la démonstration visuelle et factuelle de ce que j'avance. Ensuite, à la fin du 19... Je crois que j'ai peur de me tromper des... Voilà. À la fin du 19e siècle, à partir de 1880, les premiers témoignages sont des témoignages relatifs aux fameux airships américains. Donc il y a eu en 1897, je crois, si mes souvenirs sont exacts, une vague d'airships qui est observée dans tout le Middle East américain, avec des observations spectaculaires. Ces airships étaient vus parfois au-dessus de villes. Ils avaient une particularité, c'est qu'ils émettaient de puissants faisceaux lumineux. Alors, je vous dis tout de suite que le modèle qu'on trouve dans la science-fiction, ce sont des représentations, par exemple, de Jules Verne, d'Albatros de Jules Verne. Ce sont, si vous voulez, des bateaux, hein, vous voyez, mais avec des hélices. Voilà, c'est une sorte d'hybride entre un bateau, puisqu'on pense toujours vaisseau égale bateau à l'époque. Donc, on imagine des bateaux célestes qui franchissent la mer céleste, si vous voulez, mais mus par une énergie inconnue, une énergie X, qui leur permet de se déplacer. Et ces objets émettent très souvent une très puissants projecteurs qui semblent narguer les foules, pétrifier les témoins, etc. Alors il y a de très nombreux récits autour des fameux projecteurs. Alors notez bien ce point, vous allez voir l'association constante qui est faite dans les représentations de science-fiction d'OVNI, puis dans les ovnis post-arnoldiens, entre des objets surgis dans le ciel et puis des puissances sources lumineuses. Voilà, là ce que ça décrit, en général, ces vaisseaux dans la science-fiction sont mus ont été créés par un génie maléfique, un savant fou qui veut dominer le monde.
sorte de Hitler avant la date, si vous voulez. C'est un mythe qui circule dans la science-fiction dès la fin du 19e, le savant fou. L'exemple type, c'est Robur le Conquérant avec le fameux capitaine Nemo. Et là, vous voyez, il détruit un ballon. Alors vous voyez le contraste qui est fait entre cet objet fantastique et ce que les hommes pouvaient faire voler à l'époque. Et donc, là, en l'occurrence, les récits de Jules Verne sont antérieurs à la vague d'Airships. Il se trouve que ces phénomènes sont observés une dizaine d'années après aux États-Unis. Ils le sont également lors des vagues d'Airships, pour ceux qui connaissent la question. Il n'y en a pas eu qu'aux États-Unis, il y en a eu en Nouvelle-Zélande, vers 1880, avant 1890. Et là, Jean Sider a fait très bonnes études là-dessus. On peut montrer d'une façon certaine qu'en 1890, il n'y avait pas d'airships de cette taille en Nouvelle-Zélande. On sait quand, où, comment les premiers dirigeables ont volé, etc. Donc, déjà, on constate, si vous voulez, que dans la science-fiction, on trouve ce genre de représentation, et on trouve des récits dans la réalité. Il y a dans le bouquin de Sider de très nombreuses coupures de presse relatives à la vague qui se passe en Nouvelle-Zélande dans les premières années du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Ensuite, on va voir... On va voir apparaître dans la science-fiction une autre forme. Ça, ces airships, ces dirigeables, ce sont des formes encore archaïques, si vous voulez, une représentation qui va vite paraître dépassée aux écrivains de science-fiction. Et ils vont imaginer de nouveaux types d'objets qui sont des disques, des sphères, des cubes, des objets qui volent vus par une énergie inconnue et qui ont des capacités manœuvrières extraordinaires et qui émettent de la lumière. Alors là, on est dans la science-fiction classique. Alors, une grande partie, vous allez regarder la forme de soucoupe en haut là. Une grande partie de ces images que je vous montre, c'est une question sur laquelle j'ai arrêté de travailler depuis longtemps. Et je me réserve pour mes vieux jours de relire tous ces textes. La plupart du temps, je n'ai pas lu ces textes. Et je vais vous expliquer comment je fonctionnais à l'époque. Quand je voyais une représentation de science-fiction comme ça, dans une revue ou sur un bouquin, j'essayais d'imaginer autant que possible le récit qu'avait fait l'auteur, avant de le lire. Et je dois avouer qu'un certain nombre de fois, je suis tombé juste. Et donc je continue de jouer à ce jeu, j'imagine ce qu'il y a derrière. Là, il n'y a rien de vraiment convaincant, mais vous allez voir des cas où c'est frappant, où on peut jouer ce jeu. Voilà. Alors, on va voir se décanter dans les ovnis de la science-fiction. Vous avez les dates, donc c'est parfait. Amazing Story. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des revues de science-fiction qui vont, comme Amazing Stories, la plus célèbre, qui se sont spécialisées dans cette imagerie et qui ont des dessinateurs qui ont en quelque sorte concrétisé cet imaginaire. C'est à eux qu'on doit surtout ces représentations. Alors, il y a deux sortes d'ovnis, si vous voulez. Il y en a, vous allez voir, qui sont nuts and bolts, avec vraiment, on voit un artefact avec des boulons, etc. Et puis, il y en a qui sont plus intéressants, qui représentent un objet lisse, compact, sans aspérité, sans rien. Une sorte de cube, de sphère qui vole. Alors, il faut aussi bien comprendre que l'image de la flying saucer, du disque, c'est celle qui a émergé comme emblématique au moment de l'observation de Kenneth Arnold, mais en réalité, dans la science-fiction, ces objets ont toutes les formes basiques possibles. Ça peut être des cubes, des sphères, des ronds, des rectangles. Une de leurs caractéristiques, souvent, c'est qu'ils sont représentés comme lisses et compacts. Alors, là, vous avez déjà le thème. Vous voyez, les avions. Bon, vous savez que la première rencontre était avec un avion. Alors ça, c'est la rencontre mythique. C'est Kenneth Arnold, avant Kenneth Arnold, puisque là, on est en 1936. Ce sont des biplans. Il y a d'ailleurs, à l'époque, des avions beaucoup plus sophistiqués que ça, mais on met les biplans pour établir le contraste avec cet objet extraordinaire. Alors, je ne connais pas l'histoire, mais ce serait probablement une intrusion extraterrestre. Alors, à l'époque, il faut préciser aussi
Dans les années, à la fin du 19e siècle et dans les premières décennies, c'est souvent des savants fous qu'on met en scène. Et puis, surtout aux États-Unis, ça bascule dans les années 20, c'est les extraterrestres qui prennent le relais. Parce qu'on présuppose que les extraterrestres sont capables de faire des choses beaucoup plus fantastiques encore qu'un savant fou humain. Vous voyez ? Ensuite, là vous avez justement la variante nuts and bolts. Donc l'objet est certes discoïdal, etc., mais vous voyez, on dirait un avion de la Deuxième Guerre mondiale en fait. Avec vous voyez, ces structures. Nous sommes en 32, Astounding Stories. Ah non, pardon, je ne vous ai pas commenté. Oui, celle-là. Alors ça, c'est une histoire très intéressante. Alors, vous voyez un ovni pré-argontien en train d'enlever, non pas une personne, mais un immeuble de New York. Il a découpé l'immeuble et il l'a enlevé. Et donc, en fait, c'était un prix. C'est-à-dire, le dessinateur avait fantasmé cette représentation et on demandait, il y avait un prix qui était ouvert, on demandait à des gens d'écrire une histoire à partir de ce dessin. Et ça serait la meilleure qui serait primée. Je ne sais plus qui a gagné le prix, il a été gagné ce prix-là. Et on peut dire que c'est un peu l'histoire des ovnis qui a été fantasmée sur ce genre de dessin. Vous voyez, c'est donc c'est une sorte de mise en abîme de ce qui se passe avec les ovnis et la science-fiction, en quelque sorte. Vous remarquez, bien entendu. Alors, vous remarquez deux choses là-dedans. L'ovni comme objet qui enlève. Alors, aucun ovni, va de soi, n'a enlevé un immeuble de New York. Et c'est l'occasion pour moi d'introduire une distinction très importante que j'ai faite dans mon bouquin, ce que j'appelle le seuil de passage à la science-fiction. C'est-à-dire les récits de science-fiction mettent en scène, semblent anticiper, je dis bien semblent anticiper des récits d'enlèvement plus tardifs, par exemple, s'il s'agit d'un enlèvement, mais tout ce qui est lié aux ovnis est comprimé dans des contraintes très précises qui sont celles de l'élusivité. Si un immeuble de New York avait été enlevé par les ovnis, il est bien évident que l'histoire ne serait plus la même, etc., que tout aurait été bousculé. Mais les enlèvements d'humains par les soucoupes volantes se passent toujours de manière à ce qu'on ne puisse pas apporter de décision définitive. Il y a toujours un doute qui subsiste, c'est un fantasme, etc. Et c'est toujours dans des limites restreintes, privées. Il n'y a qu'un ou deux ou trois témoins, il n'y a pas... Ce que j'appelle le seuil de passage à la science-fiction, qui est justement effectué très régulièrement par les écrivains de science-fiction, c'est le fait de passer à une extrapolation colossale, du genre l'OVNI qui se pose sur la pelouse du Pentagone, ou devant la Maison Blanche. Bon, si ça s'était produit, la chose serait réglée. Et je pense par exemple à un extraordinaire film de science-fiction des années 50, que Le jour où la Terre s'arrêta, où cette scène est décrite. Là, on est dans le seuil du passage à la science-fiction. Donc vous retenez bien cette distinction. La science-fiction brode sur cette imagerie, mais l'utilise pour des récits qui prennent une ampleur tellement colossale que on est obligé d'imaginer un bousculement complet de l'histoire humaine, tandis que les ovnis, comme vous avez remarqué, ça ne bouscule pas l'histoire humaine. Ça nous titille en permanence, mais on n'a pas de conclusion. Alors, on continue. Toujours vous remarquez, donc là on est dans la forme sous-coupique classique. Et je ne connais pas l'histoire, je n'ai pas lu non plus l'histoire qui se passe là-dedans. Il y a une histoire de rayons lumineux, je ne sais pas. Et vous voyez avec le dos, enfin bon. On est donc en 32. Alors, la première chose que vous devez regarder quand vous voyez une image de science-fiction, c'est la date. N'oubliez pas la date. Tout est dans les dates. Un cas d'ovni qui serait de mars 47, c'est de l'or. Parce que la date officielle, c'est le 22 juin. Le 22 juin, d'un seul coup, s'installe sur toute la Terre cette représentation de l'ovni qui fait le tour de la planète en une journée, avec les épaisses de presse, etc. Mais avant, on n'a pas entendu parler de ça. Donc les gens sont aussi vierges par rapport au contexte sous-coupique en 47
en avril 1947 qu'il pouvait l'être en 1920. Ici, on est en 1932, donc pas de problème, même la Deuxième Guerre mondiale n'a pas encore eu lieu. Ensuite, alors, vous avez entendu parler de ces ovnis qui ont été vus en Belgique, qui avaient la forme de triangle, souvent, qui étaient souvent comme des espèces de plateformes, vous voyez, qui émettaient de très puissants rayons de lumière. Et là, eh bien voilà, c'est un cas où c'est toujours, si vous voulez, ce qui est frappant dans l'illustration de SF, c'est cette idée d'une intrusion. On résumerait ça par un mot. Il y a une sorte de force d'intrusion. Il y a quelque chose qui se manifeste dans l'expérience humaine et qui la bouscule. Et vous voyez la réaction des gens, etc. Et donc, si je traduis, depuis les bords des cercles qui se promènent un peu comme ça, il y a eu braqué vers le bas comme des stab downwards, comme si c'était des poignards de lumière. Hein. On jaillit une demi-douzaine de rayons lumineux, d'une lumière pâle et d'un gris, de green steel, je ne sais pas quoi dire estompé. Voilà, donc d'un seul coup, vous voyez, alors ça c'est une scène typique. On pourrait montrer ça dans une revue d'OVNI, et la plupart des gens n'y verraient du feu. Sauf qu'ils se diraient que là c'est vraiment un cas extraordinaire. Alors, je attire votre attention sur le point que tous les dessins qu'on a vus dans les revues d'OVNI relatives à des effets de ce genre sont des portraits robots de ce qui a été décrit par les témoins. N'oubliez pas ça. J'y reviendrai pour analyser mieux à la fin. Ah, non, je reviens en arrière. Comment on revient en arrière? Non, ça va, parce qu'il y a celui-là. Donc voilà, ça, c'est magnifique. Là, on est devant, en quelque sorte, la soucoupe parfaite. Sauf que dans l'esprit de l'auteur, ce n'était pas une soucoupe. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a des immeubles. Et dans cette espèce de dôme, eh bien, il y a une ville qui est posée sur des piliers de lumière antigravitiques. Et ces villes lumineuses se déplacent. Vous voyez, celle-là, par exemple, se déplace. Vous remarquerez deux choses. Il y a des lumières, des piliers de lumière qui en sortent. Des piliers de lumière, une des particularités des ovnis, c'est que les piliers de lumière sont parallèles, comme des lasers, si vous voulez, vous voyez. Ce que ne font pas des rayons lumineux normaux qui s'écartent. Bien, dans la science-fiction, ce qui est représenté le plus souvent, ce sont des fins pinceaux de lumière qui sont parfaitement parallèles, comme des lasers. Il y a une époque où le laser n'était pas inventé. Alors pourquoi est-ce que les auteurs ont recours à ce type de dessin? C'est pas pour des raisons scientifiques, évidemment. C'est parce que l'idée d'un faisceau de lumière parfaitement parallèle suppose une maîtrise d'un phénomène qu'on ne pouvait pas maîtriser à l'époque, et donc ajoute un élément de fantastique au dessin. Voilà. Ça ajoute, et alors vous remarquerez donc, ce sont des ovnis comme on se représente aujourd'hui, avec le anneau de lumière autour, les pinceaux de lumière. Bien. Ça date de 1929. Et ça illustre le dessin d'un des fondateurs de la science-fiction. Je crois même que c'est celui qui a inventé le terme, Ernst Bach. Donc science fiction, je crois que c'est lui qui est le terme. Donc vous voyez, ces objets se déplacent en orientant leur faisceau de lumière. En fait, là, les faisceaux de lumière dans cette histoire, ils ne sont pas là pour éclairer, ce sont des moyens de transport. C'est l'énergie qui sert à l'objet à rester en l'air et à circuler. Voilà. Donc vous voyez, là on est dans la sphère, elle n'est pas parfaitement lisse, il y a juste cet anneau de l'eau. Et c'est un bateau qui est attaqué, qui émet une puissante lumière. Et en 1932, je subodore que si on lit le récit, on va trouver l'histoire d'enlèvement. Mais je me réserve ça un jour. C'est facile d'avoir les illustrations aujourd'hui, mais beaucoup plus difficile d'avoir les textes. Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas utilisé toute cette documentation dans mon premier bouquin, c'est que j'étais tributaire de la collection de science-fiction de Pierre Versin, qui était tout à fait incomplète,
Et à l'époque, Internet n'existait pas, et cette imagerie est d'une extrême difficulté à trouver. J'ai dû aller au British Library, à la Bibliothèque nationale anglaise, pour compléter mes recherches, parce qu'en France, on ne les trouvait pas. Aujourd'hui, on trouve tout ça sur le net, évidemment. Alors, celui-là illustre mon deuxième bouquin où j'ai essayé de mettre en évidence des racines folkloriques qu'il y a au moins dans les récits d'enlèvement. Ça, c'est un tableau de Max Ernst qui s'appelle La femme sans tête. Alors, c'est un jeu de mots, sans têter, et puis sans tête, c'est un triple jeu de mots. Sans tête, ça pourrait pas ne pas plaire aux dames, S-A-N-S, mais ça a aussi la femme sans tête, C-E-N-T, c'est-à-dire un être insaisissable, ludique, etc. Voilà. Et ce qu'il montre, c'est une atmosphère d'apocalypse. Vous voyez, il y a des cadavres, une atmosphère très étrange, une sorte d'orage, et vous voyez toujours comme par hasard ce faisceau d'énergie qui sort de l'objet. Et ce collage de Max Ernst va dater de 1928, je crois. Alors, encore une variante de la rencontre alors, ça. Donc, bon, vous avez toujours les faisceaux de lumière. Le dôme émettant de la lumière. C'est la structure de l'OVNI, de représentation de science-fiction. C'est une machine qui fait intrusion et qui émet une puissante lumière et qui se livre à diverses actions sur l'environnement, notamment d'enlever des champs. Voilà. Toutes choses qui vont se produire ensuite dans la science-fiction réelle, dans les OVNI. Voilà, ça c'est une variante de la rencontre de Kenneth Arnold, dans toujours ce thème d'une rencontre dans le ciel, et 31. Je ne connais pas l'histoire. Alors là, ça devient intéressant. Est-ce que vous reconnaissez les avions qu'on voit en haut là? Sauf qu'à l'époque, c'est les forces terrestres volantes de la Deuxième Guerre mondiale. Et il suffit de regarder la date, 43. 43. Alors là, je n'ai pas lu non plus, mais il y a deux hypothèses pour le récit qui se cachent derrière ce dessin. Soit c'est les nazis qui ont inventé une fantastique arme qui permet de pulvériser les forteresses volantes. Vous voyez ce que ça donne. Et alors là, on est dans le mythe de la soucoupe nazie, dont vous avez sans doute entendu parler. Je dis c'est un mythe. Il est vrai que les Allemands travaillaient à tout un tas d'engins extraordinaires, mais qui n'ont pas eu le temps de vraiment réaliser. Voilà. On est en 43. Alors là, on a encore un de ces ovnis, la variante lisse et compacte. Vous voyez, une sorte d'objet complètement lisse et compact. Et Something from Jupiter, bon, vous voyez déjà, c'est clair, une entité extraterrestre, et là, vous voyez bien qu'on assiste à probablement un enlèvement. Donc, il y a New York, il y a aussi un rayon de lumière, tout y est, quoi. Donc, on sent que le témoin va vivre un mauvais moment. Alors, ce sont des abductifs d'avant les abductions. Voilà. Encore une autre version. Alors, regardez bien la date, 1940. Vous connaissez les casques, c'est les Anglais. Vous connaissez les avions de la Deuxième Guerre mondiale. Ah non, voilà, ici. Là, c'est un autre. Vous remarquerez que c'est une sphère lisse, compacte, qui envoie un rayon de lumière qui frappe un soldat. Alors, même interrogation, est-ce que c'est les nazis qui ont mis au point une arme secrète ou est-ce que c'est une intervention des forces extérieures dans le conflit dans la Deuxième Guerre mondiale? Si j'avais à parier, je parierais pour la deuxième hypothèse, plus excitante. L'idée qu'à l'intérieur du conflit, il y a un conflit déjà terrible qui déchire la Terre, et là-dessus arrive quelque chose qui vient se greffer. Ça donne une dimension supplémentaire. Vous remarquez aussi qu'il me semble qu'il y a un avion qui s'est écrasé. Non, c'est quoi ça?
En tout cas, bon, vous remarquerez donc que ce genre de représentation est très fréquente dans la littérature d'avant 47. Maintenant, on va passer au thème des enlèvements, plus précisément. Alors, vous voyez, ça c'est la racine, le début de l'enlèvement. Donc, c'est l'aéroplane fantôme, on est en 1908. C'est Paul Dubois, c'était un des grands écrivains fantastiques du merveilleux scientifique. Et donc, vous remarquerez qu'à peine les avions ont-ils été inventés, parce que vous voyez, les avions de 1908, c'était pas terrible, hein. Eh bien, tout de suite, c'est devenu un engin fantastique. Ils ont transformé ça, et donc là, il est probable que c'est un savant fou qui a inventé cet avion pour enlever des personnes. Donc là, l'enlèvement est encore fait par des moyens très primitifs, pas une sorte de filet comme on pêche un poisson, mais ensuite, ça va être un champ de force ou un rayon de lumière. Cette imagerie va évoluer très vite. Voilà. Là, nous avons un enlèvement en bonne et due forme, genre les premiers enlèvements. Donc, c'est un homme préhistorique qui est enlevé par des entités plus ou moins insectoïdes à bord de leur vaisseau qu'on voit poser. Voilà. Donc, il se débat, mais rien n'y fait, il est enlevé. Les entités en question ont des yeux globuleux, enfin voilà, ce qui est suggéré, c'est leur nature insectoïde. Ensuite, c'est à l'intérieur de la même histoire, je crois, toujours dans les années 30. C'est peut-être pas forcément la même histoire, je me souviens plus. C'était quoi la date de la précédente? Non, c'est la même. Donc là j'ai le texte. Donc c'est un enlèvement, pas de problème. J'avais analysé ce texte dans l'omniprésence, du temps de l'omniprésence. Donc vous remarquez une chose très intéressante. Est-ce que vous vous souvenez comment ça se passe, le premier enlèvement avec les ovnis? Vous ne connaissez pas l'histoire? C'est un couple. C'est une femme blanche américaine et un américain noir. Voilà. Et ils sont enlevés par l'OVNI, et sous hypnose, on va récupérer leur récit. Et donc, ce qui est dit, c'est qu'ils sont pris séparément. Ils sont pris séparément pour subir une sorte d'examen médical terrifiant. Alors, vous remarquerez que là, la femme est en train de subir l'examen en question des entités, et le mari, vous voyez, se débat. Donc ça anticipe presque l'histoire de comment il s'appelait voilà, 1930. Avant même qu'on ait parlé d'OVNI, il y a déjà des enlèvements à bord de vaisseaux extraterrestres, donc dans la science-fiction. Alors, on affine. La femme qui vient d'être enlevée, on lui prélève un échantillon sanguin, c'est ce qui est dit ici. Hein. Took a sample of one's blood. Donc il prend un échantillon de son sang et il l'examine. Donc ce sont les manœuvres classiques qui se passent au bord des ovnis, où ils prennent toutes sortes des remontons, des fragments de peau, du sperme, toutes les sécrétions du corps, etc., qui nous intéressent beaucoup. Donc, dans la science-fiction, ça se passe avant. Et il y a un chercheur qui s'appelle Michel Murger, qui a fait un livre qu'il a d'ailleurs significativement... Murger. Oui. Moi, j'ai connu une époque où il n'était pas introduit. Ah, bah oui, ça va revenir. Mais, toujours est-il que ce qu'il a trouvé, il l'a bien trouvé. J'ai même eu une dispute avec lui parce que j'estimais qu'il avait été un peu léger de faire comme si je n'avais jamais rien écrit sur le sujet, mais bon, j'ai passé l'éponge parce qu'il a fait un sacré boulot. Et donc, il apparaît que la description très précise, détaillée de tout ce qui est procédure d'enlèvement se trouve dans la science-fiction américaine, à un point que je n'imaginais pas. Et donc, c'est pas tout à fait un hasard, peut-être, si le phénomène des enlèvements a explosé aux États-Unis. Bien qu'on prétende qu'il y en a ailleurs, mais c'est difficile à évaluer. Alors,
ceci, toujours, je continue cette présentation. Souvent, le héros est enlevé dans un rayon de lumière. Alors ça, c'est un cas réel que les ufologues connaissent, c'est l'histoire de Travis Walton. Il date de 1974, vous connaissez peut-être l'histoire. Il était en train de couper du bois avec des amis, et d'un seul coup, ils ont vu un objet lumineux qui stationnait au-dessus des arbres. Et Travis Walton a été pris comme une sorte d'impulsion, il a couru sous l'objet. Là, il y a un rayon qui l'a frappé, il a été comme aspiré. Les autres ont pris peur, se sont sauvés. Walton a disparu pendant plusieurs jours, on l'a récupéré au bout de 3 jours, je crois, complètement déshydraté. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'explication de ce qu'il était. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces jours. Alors là, je n'entre pas dans le détail technique. Je remarque, vous voyez, la correspondance. Ça, c'est le portrait robot qu'on a donné de l'histoire. C'est-à-dire, à partir du récit du témoin, ça illustre, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça dans l'ordre espagnol, mais on va le voir dans une revue sur la couverture de son livre. Bon. Dans les histoires d'OVNI, il y a une particularité, les plus beaux enlèvements, c'est souvent des gens qui sont dans la nature, donc du moins dans les premiers temps, à la chasse, à la pêche, etc. Et un des cas d'OVNI les plus extraordinaires, c'est celui de Carl Lipton, qui a été enlevé en 1975 alors qu'il était en train de chasser l'élan. Alors là, c'est l'anticipation sous-coupique. Vous voyez le malheureux chasseur, et puis les petits grilles qui sont penchés sur lui. Sauf que nous sommes en 1930. Je ne connais pas le détail de l'histoire. C'est pareil, je me réserve ça. Ça, c'est une représentation qui est parue dans Tintin, d'un des cas d'OVNI les plus intéressants, qui a eu lieu en 78, pardon, en Pologne. Vous connaissez peut-être l'histoire, c'est un paysan qui allait travailler dans ses champs avec une charrette, et tiré par un cheval, et sur le chemin, il a vu 2 petits êtres qui marchaient, chacun à côté du chemin. Il a cru que c'était des enfants, la charrette a continué d'avancer, les enfants ont sauté sur les bords de la charrette et se sont assis. Ce qui est une procédure normale à cette époque-là en Pologne, il n'y avait pas de voiture, donc ça se faisait, on ne refusait jamais c'était de la charrette stop, si vous voulez, on ne refusait jamais de prendre quelqu'un qui demandait de monter sur une charrette. Et puis quand il regarde les petits êtres de plus près, il s'aperçoit qu'ils étaient très étranges, avec une sorte de collant noir qui les enserrait, des yeux très bridés, et ils communiquaient, semble-t-il, entre eux avec un chant qui ressemblait au chant des oiseaux. Voilà, et ensuite il est enlevé. Il approche, il y a une espèce d'objet cubique qui est posé sur des grands pieds, puis directement il flotte sur 4 grands pieds, mais les pieds ne touchent pas le sol, il est introduit dans l'objet, il subit l'examen, et en fait, donc cette histoire a été très bien étudiée, et les Polonais ont même fait un livre dessus, et malheureusement je ne dis pas le polonais, parce que j'aimerais beaucoup avoir le détail de toute l'affaire. C'est un cas extraordinaire parce que là, s'il y a quelqu'un qui est peu suspect d'être intoxiqué par la littérature de science-fiction, c'est ce Polonais qui à l'époque a 73 ans, je crois, qui est un paysan, qui est complètement extérieur à cet univers mental. D'autre part, l'histoire se passe à la frontière de la Biélorussie, dans un endroit très reculé, où il y a encore de très riches croyances folkloriques. Toujours est-il que l'homme est absolument convaincu d'avoir vécu ce qu'il a vécu, et il n'y a aucun soupçon de canular, voilà, il a vécu cette affaire. Ah, pardon, oui, voilà. Ça, c'est encore un autre enlèvement. Donc ça, je crois que c'est sur nos justurien tout à l'heure. Vous voyez, là, il subit une sorte de brainwashing, des rayons de lumière qui viennent frapper son cerveau. C'est donc là la séquence traditionnelle de l'examen médical dans l'engin extraterrestre. Je suis dans les temps encore, où est-ce qu'on en est? Mais non, c'est la question que je veux savoir, c'est combien il me reste de temps, parce que je ne me rappelle pas à quelle heure j'ai commencé. Ouais. Ouais. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Au début des années 50, on commence à se faire une représentation de ces ovnis qui sont décrits.
Et un des premiers à avoir fait ces dessins, c'est un dessinateur qui d'abord avait été un dessinateur de science-fiction, c'est logique, et qui va se mettre à dessiner les portraits robots des cas qu'on rapporte. Et c'est le fameux cas de Mantell, que vous connaissez. Un pilote américain cherche à suivre un objet mystérieux. Il y en a qui disent que c'est tout simplement un as qu'il aurait mal interprété, peu importe. En tout cas, il poursuit cet objet et il sort sans doute, il est fasciné, il oublie qu'il a dépassé sa réserve de carburant. Il y a aussi le mythe que l'objet a explosé en vol et qu'on a été dispersé sur une grande surface. Alors je ne sais pas si c'est pas un mythe, c'est ce qui est dit dans le récit. Et donc là, vous voyez, Mantell, il traduit, le dessinateur fait une extrapolation à partir du récit. On voit, il n'est pas dit dans le récit qu'il y a un faisceau de lumière qui a fait exploser l'avion. Vous voyez, il ajoute ce détail. Peut-être pour rendre compte du fait qu'on a retrouvé les débris dispersés sur le sol. Mais voyez donc la patte de dessinateur de science-fiction qui intervient dans le portrait robot construit de l'événement. Ensuite, idem, c'est toujours le même dessinateur, vous reconnaissez sa facture. C'est un des cas des années, c'est le cas de Charles et Whitehead, ça doit être en 52 par là. Voilà. On reconnaît bien. Alors vous voyez, il y a une subtile différence entre les ovnis de la science-fiction et ceux entre guillemets réels, mais elle n'est pas très grande. Il y a juste Mais ce qui est frappant, c'est de constater que c'est un dessinateur de science-fiction qui est à l'origine des premiers portraits robots. Ça, c'est le cas de Marignane. Le fameux cas de Marignane qui a été observé par un douanier sur la piste de l'aéroport de Marseille. Je me souviens quand, ça doit être en 54, je crois. Ça doit être 52. Alors, vous remarquerez que le dessinateur donne à l'objet une précision que n'a pas en général le récit. Il le matérialise. Vous voyez tous les bords très nets, vous voyez tous les détails de structure qui sont très rarement donnés à étudier dans les cas de glissage, vous remarquez. Hein, voilà. Donc, le fait qu'on fasse des portraits robots tend à concrétiser en quelque sorte ces représentations, à les préciser. Ça, c'est encore un cas c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un récit rétrospectif, je crois, et c'est un Allemand, un officier de la Wehrmacht, je crois, voilà, c'est ça, qui observe cette scène dans une clairière. Donc, ça fait partie de ces atterrissages pré-arnoldiens qui, évidemment, pour la plupart, seront allégués après. Petite parenthèse ici. Dans le bouquin de Jean Sider, il y a de très nombreuses histoires d'atterrissage avec ce que j'appelle l'effet vitrine, cette espèce de mise en évidence d'une scène pour un témoin isolé, etc. Donc, il y a, dans le bouquin de Sider, on trouve de très nombreux récits de ces types d'événements dans les années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est que presque tous, on cherche, je n'ai pas encore trouvé, un cas qui aurait amené à une inscription écrite. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une inscription écrite d'un événement comme ça en 1943, parce que ça changerait complètement la donne. Mais il est improbable qu'elle se produise, puisqu'on n'a pas encore le concept de la chose. Alors, dans le cas des airships, ça a eu lieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment la vague de Nouvelle-Zélande ou la vague américaine. Parce que c'était un phénomène collectif, global, que beaucoup de gens avaient vu, donc ça donnait lieu à un écho dans les journaux. Par contre, une rencontre privée comme ça, avec un témoin isolé, eh bien, c'était difficile à faire passer dans la littérature. Donc, l'interprétation la plus simple consiste à se dire que ce sont d'anciens récits qui sont passés par le filtre de la soucoupe. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas moi, l'officier allemand aurait vu,
je sais pas moi, un engin expérimental américain posé dans une clairière, quelque chose comme ça, il n'aurait pas compris ce que c'était, et après coup, avec le filtre du souvenir, il aurait sous-copisé l'histoire. Bon. Alors ça c'est encore bon, c'est un cas, le cas de Sonny du Verger, c'est une histoire connue. C'est un chef scout qui a été brûlé par un rayon de lumière par un ovni dans les années du début de l'ufologie. Sauf que l'histoire ne s'est pas passée exactement que c'est représenté. Il n'a pas été soulevé, il n'a pas été frappé comme ça de cette façon si spectaculaire par le rayon. Il a effectivement été blessé, très gravement, même semble-t-il. Ça a effectivement brûlé le sol. Mais là, vous avez une dramatisation, une esthétisation de l'événement, si vous voulez, qui est frappante. Bon. Ça, c'est un cas suédois où un ovni semble avoir un avion, un chasseur suédois. Vous voyez, c'est les chasseurs des années 50, a tiré sur un ovni qui aurait été touché. Mais bon, on ne trouvera pas dans la littérature de science-fiction pré-sous-coupique une scène de cette précision avec tous les détails, tels que, vous voyez, avec ce côté hyper réaliste que l'on a ici. Vous voyez, ça, c'est. Vous pouvez me donner des centaines d'illustrations antérieures à Arnold ou postérieures à Arnold, et je vous dirai automatiquement quelle époque. Si c'est avant ou après 47. Avec l'habitude, on a un coup d'œil presque infaillible là-dessus. Je ne connais pas d'informations sur ce cas d'ailleurs, s'il y en a qui les ont. En tout cas, ça a donné lieu à des dessins. Alors là, intéressant de faire la comparaison. Ça, c'est la couverture du livre de Travis Walton. Travis Walton pompé dans son rayon de lumière, ça c'est le cas réel. Et ça, c'est une histoire de science-fiction qui date de je crois que c'est 1928. Voilà, c'est ça. Bon, je n'ai pas besoin de faire de commentaires. Je pense que vous ne comprenez pas vous-même. C'est-à-dire, la structure est exactement la même. On va retrouver la même chose avec ceci. Ça, c'est un cas qui a été observé en Espagne, près d'un barrage. C'est un cas que Gabriel Galin, je crois que ça s'appelle pour moi. Il a vu cet objet, il émettait de puissants piliers de lumière, et ça, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, pour dire que c'est un hasard, que c'est moi qui projette et crée la ressemblance, je crois que c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible. Je ne crée pas cette ressemblance, elle est là, elle est objective. Parce que l'objection qui m'a été faite, c'est vous qui créez la ressemblance. C'est plus compliqué que ça. Voilà, ça c'est encore une représentation qui sort d'un... ça c'est une revue française de science-fiction de 1945, c'est donc pré-arnoldien, très important, hein, les extraterrestres qui arrivent comme une sorte de boule. Et ça, tout le monde connaît le fameux cas de Cusack, où la boule est devenue lumineuse et les extraterrestres sont entrés la tête la première. Alors évidemment, ça ajoute un élément fantastique qui n'est pas dans le récit de science-fiction. La revue française, c'était le Coq-Hardy, je crois. Voilà, encore une scène, vous voyez, toujours cette machine d'intrusion. Bon, je vais terminer avec tout ça. Je voudrais... alors, je vais essayer de faire un petit bilan très rapide. Il me reste combien de temps, là? Je ne vois pas d'ici, je n'ai pas mes lunettes pour voir plus loin. Une minute. Hein? Une minute. Oui, c'est un peu court. C'est un peu court, il m'en faudrait une dizaine pour que j'aie le temps de faire mon résumé. Autrement, ce que j'aurais dit, ça aurait été un peu dans le vide. Donc, l'idée, c'est que les ovnis, tels que nous les percevons, c'est un portrait robot. D'accord? Portrait robot. Le portrait robot a été édifié par des quantités de dessinateurs, à partir de quantités de récits, il s'est cristallisé, mais ce portrait robot, il est passé par le filtre de la science-fiction. Donc, une partie de ce que nous attribuons aux ovnis, ça vient de notre culture. Bon, ensuite, le présupposé, si on le pousse jusqu'à la limite,
c'est qu'il n'y a pas d'OVNI, ça c'est les sceptiques dont je ne suis pas, il n'y a pas d'OVNI, ce ne sont que des projections sur des scènes mal interprétées, des phénomènes naturels, etc., que l'on a sous-coupisé, ou quand il s'agit d'OVNI du passé, rétro-sous-coupisé. Voilà, ça c'est le présupposé classique. Néanmoins, quand un objet est vu de très près, et qu'il a bien la structure que par exemple le cas de Cussac, hein, alors, il faut quand même savoir que par exemple le cas de Cussac fait partie des cas de la catégorie D, c'est-à-dire ceux qui ont subi le filtrage le plus intéressant, le plus exigeant. Bon, on peut dire que ce filtrage est toujours imparfait, certes, mais c'est ce qu'on fait mieux actuellement. Donc, les cas qui ont subi si les ovnis étaient une pure création fantasmatique, s'ils ne correspondaient pas à une réalité qui est plus ou moins proche de ce qui est décrit, si les ovnis étaient une pure création fantasmatique, eh bien l'examen attentif au fil des décennies devrait finir par les dissoudre complètement. Or, on bute sur cette catégorie D, qui, ça doit tourner autour de 6% maintenant, qui est à peu près le chiffre qu'on donne partout, et ça semble incompressible. Donc il y a un noyau de cas bien étudié, vu de près, qui continue de décrire cette structure. Or, dans les noyaux, dans les cas bien étudiés, etc., on retrouve la structure que j'ai donnée dans la science-fiction, c'est-à-dire un objet lisse, compact, qui émet de la lumière, etc. Et donc, je vais terminer là-dessus. Je vais vous montrer très rapidement. J'ai oublié comment je dois faire pour montrer le... Vous avez entendu parler du cas du Nimitz. C'est, à mon avis, le cas le plus extraordinaire qu'on ait jamais recensé. Étant donné qu'à moins que les Américains nous aient monté un bateau complet, je ne vois pas quels intérêts ils pourraient bien avoir à faire ça. C'est le cas qui a subi le filtrage le plus exigeant, parce qu'il y a toute la technologie de pointe américaine qui accompagne l'escarpe du Nimitz. Il faut comprendre que c'est le top de la technologie humaine qui est là. Et donc ces objets sont allés jouer autour du Nimitz, ont été filmés. Il semble qu'il y ait une vidéo qui dure, d'après ce qu'on nous dit, une dizaine de minutes. Mais on nous a révélé quelques... Vous avez vu, c'est diffusé sur Internet, on voit à un moment un objet qui est baigné qui est oblong, le fameux tic-tac, vous savez, et qui entouré d'un halo de lumière. Mais il est dit dans une émission que j'ai trouvée sur le net que soumis à un procédé de filtrage beaucoup plus sophistiqué, on a la structure de l'objet. C'est pas ça. Ah oui, bon, on va regarder le film. Il y a quelques minutes. On peut avoir le son? Vous avez le texte. The FLIR film on their consoles and on the secret LAN aboard the Princeton. It was a much clearer video. You could see the shape of the ship. You could see it, moving. I tried to go and get a disc to come make a copy of it. And by the time I got back, it was already off of our hard drive, off the secret LAN. I had no access to it whatsoever. Petty Officer Jason Turner also saw a much higher resolution version of the FLIR film showing strange appendages extending from the object. But it did have some protruding at the bottom of it. I couldn't tell if they were curled back or straight down. Jason says the video was approximately 10 minutes in length. Si on ne nous a pas monté un bateau, l'image la plus sophistiquée qu'on ait des ovnis est celle-là. Et pour finir, on retombe sur les ovnis de la science-fiction, c'est-à-dire cette forme lisse ou longue, compacte, capable d'évolution erratique, etc., ce qui est décrit dans le cas du Nimitz. Voilà. Donc, autrement dit, ce que je voulais vous dire, je m'excuse d'avoir pris quelques minutes de plus, c'est qu'il y a une énigme autour de cette affaire que je n'ai toujours pas résolue. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il se fait qu'un phénomène qui semble là depuis toujours, ou du moins depuis longtemps, s'encadre si précisément dans certaines représentations, des meilleures représentations qu'on ait d'un phénomène, entre guillemets, réel, qui se manifeste dans notre environnement. Vous m'avez suivi? Voilà, je vous remercie. Petite parenthèse, je crois que Trump est trop inculte pour se représenter toutes les... Oui, bien sûr,
C'est très impressionnant l'histoire de Nimitz. Il y a plein maintenant de documents qui sortent. Puis Trump a dit oui, c'est vrai, j'ai été mis au parfum par les gens de l'US Navy. D'autant qu'il y a un autre épisode semblable à celui de Oui, qui s'est passé voilà. en Avec film aussi. 2015 et 2017. Et c'est quand même bizarre, on est obligé de dire, bon, ça fait un peu roman de science-fiction, etc. Mais cette propension qu'ont ces objets à aller jouer autour des porte-avions américains est quand même bizarre. Et aussi autour de nos centrales nucléaires, peut-être. Donc, le truc, l'analyse la plus exigeante finit par se boucler sur elle-même et on retombe dans les anciennes interrogations, vous comprenez? Je suis très perplexe. Bon. Trump a quand même dit, oui c'est vrai, donc Trump, plus naïf qu'il soit, ou parce qu'il est très naïf et qu'il s'en fout, il a vendu la mèche. C'est la première fois que la mèche est vendue comme ça. Bonjour, Oui, Franck Morin, où êtes-vous? ici, à votre droite. Ah oui. Voilà. Je me présente, je publie aussi des travaux sur la science-fiction paranoïdienne. Il y en a qui sont trouvés sur le net. J'ai trouvé votre analyse très intéressante sur votre livre où il y a beaucoup de travaux sur le livre de Jung, par exemple, ce que vous voulez en parler moderne. Et j'ai fait une étude sur cette science-fiction paranoïdienne. Je vous en donne les résultats. Donc entre 1926 et 1947, j'ai pris toutes les couvertures de Wonder Stories, Amazing Stories et Astounding Stories, qui étaient les trois principaux, ce qui en fait à peu près 700, et je les ai pointées une par une pour essayer de trouver des soucoupes ou des couronnes volantes. Et en fait, moi, je me suis aperçu qu'il y en avait très peu, c'est-à-dire moins de 1% sur les couvertures, en tout cas. Après, si on Ça prouve quoi? Eh ben, c'est-à-dire que, par exemple, si on pense qu'une personne moyenne qui verrait, qui voit les couvertures en entrant dans un Duralis, enfin, ou à une librairie, soit influencée par ça. Ah, j'ai dit pas ça. Oui, bien sûr, mais c'est pas ce que vous dites, c'est juste une Je remarque. dis pas ça. C'est dans la culture. Bon, donc C'est dans la on voit très peu de soucoupes volantes. Par contre, effectivement, il y a une dominante de fusées dans les vaisseaux spatiaux de la science-fiction paranoïdienne, qui est explicable parce que les fusées existaient déjà. La première aux États-Unis, c'est en 1926 avec au centre Goddard. Et après, on voit parfois quelques formes, effectivement, comme vous l'avez dit, assez basiques, rectangulaires, sphériques. Mais est-ce que tout ça, ça peut être pas naturel? C'est juste un moteur de science-fiction. Quand il imagine un vaisseau spatial extraterrestre, il le considère comme une forme basique. Oui, mais ces formes basiques sont associées, c'est une structure, si c'était qu'un dessin. Mais il y a les rayons de lumière, il y a les enlèvements, il y a le comportement, il y a l'intrusion, il y a l'élusivité. Et donc tout ça forme un ensemble. Vous comprenez? C'est pas seulement le dessin, c'est la structure. Quand vous voyez par exemple Travis Walton pompé dans son rayon de lumière, et puis le dessin côté, vous avez la structure. La machine qui fait intrusion et qui pompe le cobaye. Et c'est une structure, c'est pas un produit de hasard, c'est pas pareil. Vous comprenez? Un détail isolé, c'est la méthode que les folkloristes emploient pour distinguer, si vous voulez, ils distinguent les petits items et puis les structures. Et moi j'ai essayé d'appliquer plus ou moins d'ailleurs de façon intuitive cette méthode parce que je ne connaissais rien en folklore à l'époque. Donc moi je pense que ce qu'il faut retenir c'est la structure. Et d'autre part, je retire deux hypothèses. La première, c'est que tout ça soit un hasard, parce que par exemple le phénomène de l'enlèvement, il pourrait être tout à fait concevable. Si on imagine des extraterrestres qui viennent sur Terre, ils pourraient tout à fait nous enlever pour nous étudier ou alors disséquer des animaux pour voir la morphologie. Donc c'est peut-être juste une coïncidence, une synchronicité. Et une deuxième qui est différente, c'est que une intelligence exogène s'imprégnerait de notre culture, en général, qu'on peut appeler le Zeitgeist, pour se manifester et par un phénomène de mimétisme, par exemple. Bon, j'avais fait moi-même cette hypothèse en 1978, mais ce sont des hypothèses qu'on ne peut pas utiliser d'une manière scientifique, si vous voulez. Je préfère les laisser de côté. De la même façon, je n'utilise plus du tout les histoires d'archétypes, etc. Ça, c'était ma culture quand j'ai fait ce bouquin, mais je m'en tiens à un propos historique et empirique, là, tout simplement. Je ne me parle plus d'archétypes. Vous n'avez pas entendu parler d'archétypes. Oui. Plus d'autres questions? Bonjour. Bonjour, donc je suis Aurélie.
Donc en fait, votre analyse sur la science-fiction et les rapports de témoignages sur les faits qui se sont déroulés à la suite dans les années 40. Donc vous dites que ces témoignages sont copiés sur la science-fiction. Or, moi je considère que la science-fiction c'est plutôt un rapport de faits, de gens, de bouche à oreille, qui ont raconté leurs récits au fil des années, et la science-fiction débouche sur ces récits. Alors ça, en fait, si vous voulez, quand j'ai fait mon bouquin, on m'a fait dans le bouquin, j'ai établi la correspondance et ensuite j'ai analysé toutes les hypothèses possibles. Et il y en a une, j'ai examiné cette hypothèse, à savoir est-ce que ça ne serait pas les faits qui auraient inspiré les écrivains de SF. Pourquoi je ne peux pas dire que je l'ai rejeté, j'ai plutôt décidé de ne pas l'examiner. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord mettre de côté l'hypothèse complètement fantastique que toute la littérature serait influencée par des extraterrestres pour préparer la venue des ovnis. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour expliquer pourquoi... C'est Jacques Vergier, je crois, qui avait imaginé cette hypothèse d'ailleurs, que en fait, il avait repéré cette ressemblance, Bergier, il s'y connaissait, et il disait, ben, en fait, c'est peut-être les extraterrestres qui ont influencé la pensée des écrivains de science-fiction, de manière à préparer leur arrivée, en quelque sorte. Bon, c'est une hypothèse complètement folle, évidemment. Donc je ne voulais pas du tout tomber dans ce genre de choses, et ce que je voulais montrer, c'était que cette imagerie s'est développée par sa logique propre, comme n'importe quelle littérature, comme n'importe quel genre littéraire, comme, je sais pas moi, le roman policier, etc., vous voyez. Bon, ça c'était ma position en 78. Et puis, eh bien, j'en suis en partie revenu parce que j'ai découvert des cas qui correspondent à ce que vous dites. Ils ne sont pas très nombreux en fait, mais ils sont très spectaculaires. Et il y en a un qui est extraordinaire, c'est un roman de Frank-Eric Russell qui s'appelle « Guerre aux Invisibles ». Alors ça, celui-là, c'est très important parce qu'il date de 1938, je crois. Frank-Eric Russell, ce roman. Donc, qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit le fait qu'il y a une guerre entre les Asiatiques et les Américains, enfin les Blancs, c'est présenté comme ça dans l'histoire, une guerre terrible qui déchire la Terre, écrit en 1938. Et que cette guerre, elle attire des entités venues d'on ne sait pas où, qui en fait sont comme des vampires. En fait, ils vivent parmi nous. Ils sont là depuis toujours, mais on ne connaissait pas leur présence parce qu'ils sont invisibles. Et des savants américains ont trouvé le moyen de les rendre visibles. Alors, à quoi ressemblent-ils? Ce sont des espèces de sphères lumineuses qui viennent enlever les gens dans un rayon de lumière. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les enlèvent pour, comme je dis, ce sont des vampires psychiques, pour aspirer, avaler leur vie émotive. Attendez, je n'ai pas fini. Bon, et donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, pour commencer, il y a l'anticipation de la guerre entre les Japonais et les Américains, mais ça, c'était pas visible. Il y a le fait que la guerre, en fait, a révélé les ovnis, parce que nous a fait, moi, ça c'est mon hypothèse en tout cas, elle nous a fait tourner vers le ciel, vers tout ce qui était spatial, et augmenter la technologie, et en 1947, ils sont apparus. Vous voyez? Et pour finir, le plus important, c'est que l'auteur cite des cas fortéens, c'est-à-dire toute cette littérature qui racontait des histoires de ce genre, qui n'étaient pas classées sous le titre d'OVNI, le courant fortéen, et dans son roman, il cite des passages entiers de cette littérature. Donc, très clairement, il est allé chercher dans le courant fortéen de quoi nourrir son récit. Donc, cette hypothèse se vérifie, effectivement. Donc, on peut imaginer que dans certains cas, il y a une sorte de collaboration entre les cas observés et l'imaginaire. Vous avez bien compris ce que je veux dire, hein? Voilà, c'est... Mais la majorité des cas, des récits que je vous ai présentés, à mon avis, n'ont pas été inspirés par des cas réels. Mais dans certains cas très spectaculaires, comme celui-là, c'est vrai. Je suis sûr qu'il y a encore 1000 questions, mais il va falloir qu'on passe au suivant.
Et puis après, on fera une pause. Si Gildas est toujours là, vous pourrez aller lui. Il a failli partir. Gildas, oui, Bertrand, excuse-moi. Il a failli se barrer. Là, vous pourrez lui poser des questions. Moi, il m'a dit, je m'en vais. Deux Ah ouais. après. Ah bon. Je les poserai une autre fois. Bon, je vous remercie. Bonsoir. Jamendo.com